plein de gens qui se sont mobilisés. Donc on a cité Sonia Litvin de Remède, on a cité le laboratoire Spira, et je voudrais citer Christian Hervé, qui est mon maître en éthique, Jean-Marc Tourani à Poitiers, qui a aidé au développement dans sa région, Roland Bugat et Marie-Ève Rouget-Bugat, qui est présente, qui ont aidé à développer les actions, notamment en Midi-Pyrénées, dans le sud-ouest, Fadila Farsi, qui devait venir ce soir, qui a été retenu et qui a développé tout l'accompagnement dans l'est et du côté de Lyon, Nicolas Jauvenin, qui était plus sur la partie nord du pays, Moïse Namer, qui vient malheureusement de nous quitter, parce qu'il devait retourner à Nice, qui s'occupait de la partie sud-est, Christophe Tournégan qui s'occupait de la partie parisienne, et puis évidemment Yvan Krakowski, notre Yvan président, qui porte l'AFSOS depuis toujours et qui nous aide à nous réunir. Donc si vous voulez bien, j'ai proposé à Marie-Ève de nous rejoindre, parce que je crois que Nicolas n'est pas là, si d'autres veulent revenir, pour qu'on puisse discuter tous ensemble de ces soins de support et de cette organisation. Marie-Ève n'a pas envie de venir. Avez-vous des questions à poser? Moi, j'aimerais poser une question directement à David War et savoir si la MASC serait intéressée pour mener une telle étude au niveau international avec ce miroir entre ce que pensent les praticiens, les médecins, et ce que pensent les patients. C'est une très bonne question, parce que MASC est une organisation mondiale avec beaucoup de groupes d'études, mais nous n'en avons pas qui recouvre tout ce que vous avez évoqué. Je crois que ça a été focalisé sur les symptômes. Alors, c'est une possibilité, on peut le faire, mais cela nécessite des promoteurs tels que vous. Il faut aussi un financement, donc il faut des partenariats avec les laboratoires pharmaceutiques à chaque fois que cela est possible. Et je crois que ça nous aiderait à mettre en avant l'idée que les soins de support, du diagnostic initial jusqu'à la fin, il faut vraiment sensibiliser les gens à cela, parce que beaucoup de gens pensent que les soins de support, ça n'est qu'à la fin du parcours de soins. Et cela mène à un sous-traitement, par exemple, pour prévenir la neutropénie fébrile. Donc, comment peut-on faire en sorte que ce soit une proposition multigroupe et non pas qui émane d'un seul groupe de travail? Et aussi la question d'obtenir les financements de l'industrie pharmaceutique. Avez-vous des réactions? Forcément. Forcément des réactions. On a passé 3 heures avec les journalistes mardi matin, il y avait plein de réactions. Ne me faites pas ce coup-là, vous avez forcément des réactions vis-à-vis de ce baromètre. Qu'est-ce que vous pensez de la place de l'infirmière d'annonce, du rôle dans ce dispositif d'annonce de l'infirmière, du fait qu'elle ne présente plus les soins de support? Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez dans vos établissements, Richard? Bien, je crois que les résultats sont très intéressants, peut-être un peu étonnants pour certains d'entre eux. La décorrélation entre les oncologues ou les patients ou médecins et patients n'est pas si surprenante que ça. Je crois que MASC pourrait faire cela de manière très peu coûteuse. Alors, comme David l'a dit, il nous faut quelqu'un pour promouvoir tout cela.
qui soit un petit peu notre sponsor. Et je crois qu'il serait très intéressant d'étudier les différences de pays à pays. Je crois qu'il serait aussi intéressant d'avoir un panel pour déterminer sur quelles questions on veut se concentrer. Je crois qu'il faudrait réduire le nombre de questions si vous voulez vraiment avoir une étude la plus large possible. Mais je pense que ça pourrait être fait à un coût minime. Je crois qu'il n'y aurait pas forcément besoin d'aller voir les laboratoires pharmaceutiques pour financer cela. En utilisant l'Internet. Il y a aussi des spécialistes de l'oncologie dans les pharmacies et dans différents secteurs médicaux. J'ai trouvé que ce qui était très intéressant, c'était de voir les médecins de médecine primaire, de soins primaires, les différences entre ces médecins. Ça, c'était très intéressant. Je n'avais pas vu ça avant dans d'autres études. Et bien, cela a trait aux difficultés de communication dont vous faisiez état. Je crois que ça a trait aussi au dossier médical du patient. Cela peut avoir aussi un impact sur la communication. Et je crois que le refaire dans 2 ou 3 ans serait très intéressant. Donc, moi, je crois que c'est en tout cas à poursuivre, ça c'est sûr. Je crois que ce qui était intéressant, c'est qu'on a demandé à des internes également de demander aux patients, alors que pensez-vous des soins de support? Et il y avait 2 aspects, un aspect d'information et il y avait aussi des gens qui étaient impliqués dans les soins de support et qui acceptaient de poser des questions. Donc l'idée, c'était que des gens étaient intéressés à l'idée de développer ces soins de support au sein de leurs institutions. Je crois qu'il faut utiliser aussi les internes et les différents échelons au sein de l'hôpital pour informer. Non, l'enseignement, c'est une mission importante, mais c'est un autre objectif. Je me demandais, est-ce que ces internes l'ont fait par bonté d'âme ou est-ce qu'il a fallu les inciter à le faire, une petite compensation financière? Et la deuxième question, c'était, il semble que dans environ 30% des structures, il y avait un degré d'expertise en médecine complémentaire ou est-ce que j'ai mal compris la question? Alors, pour les internes, oui, on les a rémunérés. Oui, il y a eu des incitations financières. Bon, donc c'est comme les internes nord-américains. Donc, dans votre étude, en termes de structures dans lesquelles il y un une expertise en termes de soins de support, il semble que 30% avaient un certain type d'expertise en médecine alternative ou médecine complémentaire. Est-ce que c'est le cas? Parce que ce n'est pas en tout cas typique du modèle canadien. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est un des enseignements de l'étude et ça, c'était très intéressant d'avoir cette information. Il faut travailler dessus. Je voulais rajouter une remarque concernant le décloisonnement ville-hôpital. C'est vrai qu'il y a eu la phase initiale d'expérimentation décloisonnement ville-hôpital menée par l'INCa, finie en 2012. On a eu un rapport avec différentes préconisations.
Et cette année, la DGOS a renouvelé un appel d'offres pour renouveler la phase 2 de cette expérimentation, décloisonnement ville-hôpital, infirmière de coordination avec une organisation montée par l'hôpital, et aussi 10 projets libéraux où ils vont associer finalement les professionnels libéraux, les médecins traitants, les infirmières libéraux de coordination, enfin la notion de coordination mais dans le libéral, c'est ce que je voudrais ajouter en fait. Et c'est vrai que ça pourrait effectivement être un moyen d'améliorer la transmission d'informations. Vous parlez de transmission électronique d'informations, aujourd'hui on parle aussi de DCC, d'améliorer la transmission dans un sens vers la ville, et ce qui est vrai c'est le retour d'informations vers l'hôpital. Et là aussi probablement il y a des écueils et du travail à faire. Et donc c'est vrai que là, je voulais rajouter que 10 projets seront financés dans une deuxième phase d'expérimentation. Et l'appel d'offres, je crois, la date de délai de réponse, c'était aujourd'hui. C'est comme d'habitude, ça. Il est prévu de présenter les résultats de ce baromètre à l'INCA, Claudia Ferrari, une rencontre avec Claudia Ferrari sur le congrès de l'AFSOS il y a un mois, avec une invitation à l'INCA qui est prévue début décembre, je crois que c'est le 5 décembre, pour essayer de développer les choses, donc diffuser cette information. Donc toute cette notion de définition des soins de support, effectivement, tout va être normalement développé à ce moment-là. On ne voit pas du tout apparaître les associations de patients. Non. Alors qu'ils font quand même, ils sont des acteurs dans les soins de support, dans la transmission de l'information, dans le lien hôpital-ville, et ils n'apparaissent pas du tout. C'est vrai, on avait une liste très importante d'intervenants avec déjà des modifications qui avaient été faites par rapport au baromètre 2010. Ça fait partie effectivement des améliorations qu'il faudra qu'on ait comme dans le questionnaire, dans le futur questionnaire qu'on a prévu de faire en début 2016 maintenant. Merci pour la remarque. Merci. Merci Florian, tu prêches une convaincue. Maintenant, je vais donner un petit avis un peu spécifique, c'est celui de l'hématologie. J'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de réponses des hématologues, et je comprends, et j'ai vu et j'ai entendu ce que l'interne, quand il interrogeait les patients. Pour les patients, j'ai un petit peu l'impression que nos prescriptions, c'est un tout. Je viens, j'ai mon traitement. La preuve en est, c'est que la corticothérapie, elle fait partie du SHOP de 5 jours et tous les dérivés du SHOP. Donc, à cela, il dissocie peut-être pas toujours le comprimé d'endoxan de l'antivomitif, de l'EPO, du GCSF. Tout ça, ça fait un petit peu partie d'un tout. Et après tout, je veux dire, est-ce qu'on doit réellement les harceler en disant, bon, il faut bien différencier. Vous avez la chimiothérapie, les soins de support. En fait, on vous prend en charge globalement. Et probablement que ça peut expliquer un petit peu la dissociation entre les questionnaires médicaux et les questionnaires médecins. Maintenant, là où je suis assez étonnée, c'est vers ta conclusion, quand les patients définissent ces soins palliatifs, ils définissent ces soins de support. Donc il y a une certaine confusion. Ça, je pense que ça peut être intéressant à débattre là-dessus quand même. Oui, c'est une remarque qui est très importante. On vient d'en discuter. La définition de soins palliatifs qui est donnée est très étonnante. Quand on a décrypté les résultats, ce qui m'a encore plus étonné, c'est à Boston, quand j'ai vu sur les diapos de la première session de présentation, exactement cette définition donnée par les équipes de soins palliatifs. Donc c'est la réalité d'aujourd'hui. Les soins de support. Encore une fois, il faut faire attention parce qu'on a nos collègues américains pour lesquels c'est supportive care. Le supportive care n'a pas complètement la même connotation à l'étranger et il a été utilisé une traduction du terme supportive care en soins de support.
Et soins de support, ça ne veut rien dire. Alors, il n'est pas question de lancer un débat, parce qu'on a eu ce débat déjà avec Yvan, et comme c'est le président Allahu Akbar, il n'est pas question de remettre quoi que ce soit en cause, mais c'est vrai que remettre en cause le terme soins de support, supportive care, au profit de soins palliatifs ou palliative care, qui semble malgré tout garder une connotation péjorative, en tout cas avec notre vision des choses, c'est ce qu'on voit là. C'est pas du tout l'objet. En revanche, communiquer autour, ça c'est urgent. Maintenant, faire le distinguo entre les traitements de support et les traitements spécifiques, je suis complètement d'accord avec toi, c'est une globalité. Néanmoins, il est important d'informer le patient autour de ce qu'on lui donne comme thérapie. Et quand on lui donne une chimiothérapie, quand on lui donne un traitement pour améliorer la tolérance à la chimiothérapie, c'est peut-être pas mal de pouvoir identifier les différents médicaments plutôt que de donner une liste énorme de traitements sans expliquer réellement ce qu'il y a derrière. C'est exactement la même réaction ou réflexion qu'on peut avoir sur les consultations d'annonce, en disant mais les patients n'identifient pas la consultation d'annonce. C'est possible, c'est ce qu'on peut dire. Il n'empêche qu'il y a quand même un gap très important entre ce qui semble être mis en place dans les établissements, ce qui est demandé par l'INCa, par l'Institut national du cancer, et ce qui est réalisé en pratique pour les patients. Même si les patients ne se rendent pas forcément compte, n'ont pas conscience des termes, il y a un truc qui se passe. 23% des présentations des soins de support par l'infirmière d'annonce, alors que c'est identifié comme étant présenté par l'équipe soignante à 40%, et à 75% par l'oncologue référent, je pense qu'il y a réellement un problème dans le rôle de l'infirmière d'annonce. Je ne dis pas qu'elle ne fait rien, je ne dis pas qu'elle ne travaille plus sur cette thématique, je dis simplement que peut-être que son rôle a évolué au fil des ans. Mais Florian, je crois que quand on parle de soins palliatifs et de soins de support, je crois qu'un des intervenants précédents a mis en avant la définition du masque et je crois que c'était une très bonne définition. Et je crois qu'il y a 6 ou 7 mois, j'ai regardé les différentes définitions des différentes associations et on voit que la définition des soins palliatifs évolue. Et se rapproche de la définition du masque. Beaucoup d'organismes de soins palliatifs n'ont pas de définition de ce que sont des soins palliatifs. Donc ça peut sembler une question de sémantique, mais le masque veut dire tout ce qui n'est pas le traitement du cancer en soi. Et beaucoup de gens associent les soins palliatifs aux soins de fin de vie. Et est-ce que cela ne devrait pas faire partie des soins au sens le plus large qu'on apporte aux patients atteints d'un cancer? Parce que ça pourrait sembler tout à fait juste, mais par exemple en Amérique du Nord, on éduque plus sur les greffes de moelle osseuse que sur les soins palliatifs. À la réunion TAO l'année dernière, Donald Bruno de MD Anderson a mené une enquête chez MD Anderson et il a demandé à 2 médecins s'ils étaient plus susceptibles de référer leurs patients à un expert de soins palliatifs ou à un expert de soins de support. Donc, il y a les connotations, mais il y a aussi les perceptions qui sont très importantes. On n'a pas besoin de susciter des désaccords, il faut qu'il y ait au contraire de la compréhension. Et je crois qu'il faut aussi dire que le choix d'un agent de chimiothérapie n'est souvent pas si difficile, mais beaucoup de gens dépendent trop des recommandations qu'ils utilisent un petit peu comme un livre de cuisine. Et la prescription de laxatifs en même temps que les antidouleurs, c'est très simple pour moi de prescrire un antidouleur, mais il faut beaucoup plus discuter avec le patient du bon usage à faire d'un laxatif. Donc, il y a beaucoup de choses qui manquent et qu'il faut qu'on le fasse mieux à l'avenir. Oui. Je vais le faire en français. C'est mieux. À 10 heures, c'est mieux. Je suis complètement d'accord que la définition de supportive care donnée par la MAF, donnée par l'équipe menée par Jean Klasterski en 1990 à Bruxelles. À Paris, ici, on a 2h30 de Bruxelles en train. À New York, c'est un petit peu plus long pour aller de Bruxelles à New York. Et
Pourtant, la définition a traversé l'Atlantique beaucoup plus rapidement qu'elle n'est venue à Paris, puisque en France, la définition des soins de support date de 2005. On a mis 15 ans pour avoir cette définition en France. Et c'est vrai que la place des soins palliatifs a été très développée dans notre pays, notamment pour l'accompagnement du mourant, du patient en fin de vie. Et c'est vrai qu'il faut continuer à reconnaître cette spécificité des équipes de soins palliatifs pour accompagner le mourant. Si on l'oublie, on va retourner 30 ans en arrière avec des patients en fin de vie qui ne seront pas accompagnés. Et tout le rôle du supportive care, en tout cas tel que je pense nous l'entendons autour du travail de la MASC, ce qu'on entend autour du travail de l'Association francophone pour les soins oncologiques du support, de l'ASSOS, c'est complètement ça, c'est revendiquer cette prise en charge globale du malade qui a été développé par les équipes de soins palliatifs, mais depuis le diagnostic du traitement, c'est le plus tôt possible, y compris pour les patients en phase curative. On est complètement d'accord là-dessus. Pourtant, les patients ne le comprennent pas et du coup, souvent, en France, font l'amalgame entre on ne sait pas trop ce que c'est et c'est en fait soin de support est peut-être égal à du soin palliatif. Et le soin palliatif, au contraire, prend la place de ce qu'on appelle chez nous le soin de support. Donc on a un véritable travail d'explication à faire en commençant par les professionnels qui en fait ne comprennent pas le terme non plus, pour ceux qui ne baignent pas dedans, comme on l'est tous ici dans cet auditorium. In my opinion. Mario. Je crois que tout ce qui a été dit est très juste, mais dans l'opinion générale médicale, la plupart des gens, palliatifs, tout est palliatif. Hein, ne font pas la distinction entre palliatif et supportive care médical. Hein. Donc je suis très surpris des bonnes réponses que vous avez par rapport aux médecins de ville. Je serais très étonné si c'était la même chose chez nous. Hein. Je ne crois pas. Les réponses médecins, on est quand même soins palliatifs, supportive care égale palliative care en haut de gamme, hein, en haut de la liste. Oui, non, mais en général, la prise de conscience de vos répondeurs par rapport aux médecins de ville est en général supérieure, je pense, que ce que ça peut être chez nous. Oui. Il ne faut pas oublier non plus que à beaucoup d'endroits, dans certains pays, comme en Belgique par exemple, vous avez les soins palliatifs sont faits par des anesthésistes. Et c'est une approche totalement différente. Hein. C'est une approche pratiquement axée sur la douleur et c'est tout. Donc si vous voulez faire une étude européenne ou des études européennes, je crois que quelqu'un a dit qu'il faut des champions locaux, autrement ça ne marchera pas du tout. Les systèmes de santé sont différents, les systèmes de remboursement sont différents. Votre infirmière de ville, ça n'existe pas chez nous. On n'a pas d'infirmière de ville. Donc ça dépend des systèmes et on aura des réponses alors qu'on ne pourra pas comparer. Il est évident que si on mène une étude internationale, on ne pourra absolument pas avoir ce type de questionnaire qui déjà est très long. Il fallait un quart d'heure pour y répondre et surtout il y a beaucoup de questions qui correspondaient beaucoup à la prise en charge effectivement en France. Donc il faudra qu'on l'adapte à un questionnaire international. Mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce regard, d'avoir cet observatoire pour savoir de quoi on parle finalement dans nos différents pays et faire une analyse en sous-groupe de chaque pays pour voir comment c'est mis en avant. Et déjà en termes de définition, je pense que ce serait intéressant de voir réellement ce que les gens entendent. Encore une brève remarque à propos des soins complémentaires. Je crois que ça tournait autour de 30%. C'est peu. Je crois que c'est sous-estimé. Il y a des études en Suisse qui sont largement au-delà de 50%. Tu te rappelles peut-être à Evian, Jungi de Saint-Gall avait présenté toute l'histoire très, très suivie en Suisse. C'était largement au-delà de 50%. Oui. Enfin, ça c'était un commentaire. Oui. Après, en termes de soins complémentaires, pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure par David également, c'est un questionnaire qui a été posé par les internes au départ. Et il y a beaucoup de patients qui ne souhaitent pas aller plus loin dans cette idée d'expression de « je suis des soins complémentaires ». Donc ça limite peut-être la réponse. Encore une dernière, parce que Vincent va dormir après, il ne voudra pas vous faire le topo. Bonsoir tout le monde. J'aimerais bien poser une petite question. On dit que les soins palliatifs commencent à partir du moment où il n'y a plus de soins spécifiques ou de traitements spécifiques pour le cancer. Alors, en réalité, ça c'est théorique, en réalité, les patients
des patients qui sont en soins palliatifs, mais ils subissent quand même un traitement spécifique, une chimiothérapie à titre palliatif ou une radiothérapie à visée antalgique palliative. Et ces deux traitements-là peuvent engendrer des effets secondaires et on se retrouve avec des soins de support. Ça tourne en rond. On commence par normal, ensuite palliatif, on se retrouve avec soins de support. J'ai des difficultés à répondre aux patients quand ils me disent je suis en palliatif ou pas en palliatif. Oui, vous êtes en palliatif, mais il y a une chimio palliative et vous avez des soins de support encore à recevoir. Là, on n'arrive pas à faire une distinction entre soins palliatifs et soins de support. On reste toujours autour du débat sur la sémantique, sur la place de chacun. Il ne faut pas oublier que, là je parle de la France. En France, quand on a commencé à développer la notion de soins de support, les équipes de soins palliatifs ont cru qu'on allait leur voler des postes. Et du même coup, il y a eu tout un développement pour revendiquer la place des soins palliatifs qui font du soin de support. Et on est toujours dans ce schéma. On a des professionnels du patient en fin de vie, on a des professionnels de l'accompagnement du cancer, on a des professionnels de la maladie cancéreuse et du traitement du cancer. Il faut que les uns et les autres puissent se parler ensemble de façon à proposer un accompagnement global le plus optimal possible. C'est à condition qu'on ait cet accompagnement optimal, qu'on travaille en équipe en définissant parfaitement le rôle des uns et des autres dans le parcours de soins du patient, mais avec une continuité, c'est-à-dire en parlant entre nous, qu'on pourra vraiment proposer ce patient-centered care, je pense. C'est-à-dire tourner tous autour du malade en transversalité et en accompagnement global. Encore une fois, in my opinion.